Bon. Monsieur Savary a demandé la parole en premier. Oui, quelques questions complémentaires. Je reprends parce que j'ai pris quelques notes, vous m'en excusez. Est-ce qu'on pourrait déterminer des critères épidémiologiques pertinents pour évaluer l'efficacité du pass vaccinal et aussi éclairer la décision, surtout de mettre fin à ce pass vaccinal? Les auditions que nous avons eues jusqu'à présent ne nous ont pas donné de critères solides qui permettraient de dire à un certain moment, halte là, les conditions sont réunies pour arrêter ce pass. J'avais une autre question concernant la tribune parue le 24 janvier dans le quotidien du médecin par le professeur François Alla. Qui m'a aidé à préparer cette audition et que je remercie. Pardon ? Qui m'a aidé à préparer cette audition et que je remercie chaleureusement le professeur François Alla, qui nous regarde actuellement, a priori. Voilà. Et qui estime que l'aide à la décision des experts et agences comme Santé publique France s'est transformée plutôt en service après-vente. Des décisions déjà prises. Est-ce que vous partagez ce constat ? Et puis, comment voyez-vous plus généralement le rôle joué par ces agences, par exemple en matière de qualité des données récoltées, de mode de présentation de ces données et du niveau de transparence assuré auprès du grand public? Voilà deux questions. Merci. Je vous laisse répondre. Merci. Alors, sur les critères d'efficacité du pass, donc l'enjeu du pass, hein, ce n'est pas, encore une fois, l'efficacité vaccinale, mais c'est vraiment finalement la saturation des hôpitaux. Hein, c'est aussi ça qui nous a été mis. Donc, si vous voulez, c'est, comment dire, le problème, c'est que si vous voulez, le pass repose sur un outil donc, qui est la vaccination, dont le critère de jugement principal dans les essais n'était pas évalué l'effet sur la transmission et la contamination. Donc déjà, on a un dispositif, le pass, qui s'appuie sur un outil, le vaccin, qui est attendu au tournant, entre guillemets, sur la diminution de la transmission et de la contamination, qui n'est pas avéré. Et voire même qui n'est pas avéré dans les essais cliniques randomisés, mais qui, empiriquement, on peut tous le constater, ne bloque pas la transmission et la contamination, hein, que ce soit le vaccin ou que ce soit l'immunité naturelle. On peut se faire recontaminer et on peut contaminer. Voilà. Donc, si vous voulez, en termes d'indicateurs, comme on s'appuie sur un outil dont le rôle n'a pas été évalué et n'est pas de réduire la transmission et la contamination, derrière, c'est difficile de mettre en avant des indicateurs. Donc, peut-être que si l'indicateur est la saturation des hôpitaux, allez regarder de ce côté-là, mais il me semble difficile de mettre en place des indicateurs, sachant que c'est d'évaluer un dispositif sur un paramètre qui était donc la sanctuarisation des lieux, qui était d'inciter à la vaccination et qui était de réduire la saturation des hôpitaux. Peut-être, voilà, moi je pense que si vous voulez, il faudrait regarder dans ce cas-là la couverture vaccinale chez les personnes les plus à risque, même si on voit que cela ne dépend pas du pass, puisque des pays qui n'ont pas mis le pass avaient 100% de couverture vaccinale, ou alors même avant de mettre leur pass, avaient 100% de couverture vaccinale chez les personnes les plus à risque. Mais néanmoins, on pourrait regarder ça. On pourrait regarder la saturation des hôpitaux, même si encore une fois, elle ne dépend pas du nombre de patients Covid hospitalisés, mais le vrai problème, c'est la fuite du personnel et donc les lits qui ne peuvent pas être ouverts du fait de l'absence de personnel. Et encore une fois, la sécurisation des lieux, on peut tous expérimenter empiriquement que vacciné ou pas, on peut transmettre et être contaminé. Donc, si vous voulez, c'est très difficile de poser des indicateurs sur un dispositif dont chacun peut constater finalement la vacuité, j'ai envie de dire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Au contraire, je pense qu'il faut plutôt déployer des actions de promotion très forte de la vaccination des individus dans le respect des consentements, mais en ciblant cette vaccination sur les personnes les plus à risque. Pour cela, on a aussi besoin de disposer des données, ce dont j'ai parlé en premier lieu, et donc de disposer des données à la fois sur les comorbidités distribuées par âge
notamment en réanimation. Et donc peut-être que ce qui serait plus pertinent, ce serait de disposer de ces données-là pour bien cibler les personnes qui finalement vont se retrouver en réanimation. Mais si vous voulez, pour moi, c'est difficile de vous proposer des critères d'évaluation d'un dispositif qui, de toute façon, repose sur un outil qui n'a pas été évalué sur la réduction de la transmission et de la contagiosité. Donc, c'est de base déjà biaisé. Merci. Allez, vous me posiez la question, pardon, du recours à l'expertise scientifique dans la crise. Alors là, c'est une très grande question. Moi, ce qu'on a pu constater, c'est pas que moi, c'est notamment Richard Horton dans son édito, qui est le rédacteur en chef du Lancet, qui est une très grande revue médicale, qui a publié un édito en septembre 2020 dans lequel en fait il déplorait notamment l'absence de pluridisciplinarité. Pour reprendre ces mots, il regrettait que la science, entre guillemets, qui a guidé les gouvernements dès le début de cette épidémie, n'ait été incarnée que par des modélisateurs d'épidémie et des infectiologues, et que donc finalement la pluridisciplinarité n'ait pas eu sa place dans notamment le conseil scientifique. Je rappelle qu'il y a normalement des agences indépendantes dont les missions sont régies par le Code de la santé publique. Je pense à Santé publique France, qui avait géré la crise de la grippe précédente, la HAS, la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de la Santé publique. Et finalement, on a eu l'émergence d'une structure, donc le conseil scientifique, qui a été créé ad hoc et qui a finalement, je ne parle pas du tout de ses membres, pour lesquels j'ai le plus grand respect, là n'est pas la question, je parle vraiment du dispositif en lui-même, et qui donc finalement a chanté toutes les autres instances dont les missions et le cadre, encore une fois, sont réglementés par le Conseil de la santé publique. Alors, un article très intéressant de membres du Conseil scientifique publié dans La Santé en Action en juin 2021 qui s'appelle « L'expertise sanitaire en temps de crise » revient notamment sur ça et pointe que, effectivement, donc c'est ce qui s'est passé par exemple pour le choix des membres du conseil scientifique. Le choix de ces membres, et encore une fois, cela n'a rien de personnel, je parle vraiment du dispositif, c'est fait notamment par cooptation. Donc ce sont des personnes qui se connaissaient, qui se sont recommandées les unes les autres. Donc là, en fait, ce que pointent les auteurs de cet article, c'est donc le risque, que l'on a bien vu d'ailleurs, de collusion entre les experts, qui ensuite entraîne la promotion d'une seule tendance. Donc ça, je pense qu'il est important de le souligner, puisque finalement, normalement, l'expertise doit se faire de manière beaucoup plus pluridisciplinaire et le choix aussi des experts doit être beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus large. Et donc dans cet article, écrit par des membres du Haut Conseil de la santé publique, il précise qu'il n'y a pas eu de validation externe et indépendante des avis produits par le Conseil scientifique. Il n'y a pas eu finalement de regard par les pairs et de potentielles discussions potentiellement contradictoires. Cela n'a pas été organisé, sachant que du dissensus résulte le consensus, qui est par définition la confrontation de points de vue potentiellement contradictoires, mais chacun avec leurs arguments légitimes, et c'est ce dissensus et ce débat contradictoire qui doit amener finalement au point de vue le plus nuancé et certainement le plus efficace. Je rappelle d'ailleurs que ce débat contradictoire et scientifique habituel normalement est organisé par les institutions, donc n'a pas eu lieu, mais voire même, et semble-t-il, non accepté. Je lis un avis du Conseil scientifique du 19 janvier 2022 qui précise dans sa partie sur la communication et l'information qui doivent être améliorées. Ni l'impératif de liberté d'expression et de démocratie, ni les principes de controverse scientifique ne sont facilement compatibles avec la médiatisation d'opinions non documentées formulées par des personnes se prévalant d'une légitimité scientifique auprès du public. Donc voilà, donc visiblement le débat scientifique non seulement n'est pas organisé, mais il ne semble même pas toléré, ce qui pour moi, en tout cas, m'interroge très profondément. Et donc effectivement, François Alla a dénoncé finalement un rôle de service après-vente des agences sanitaires, comme il dit, qui finalement n'était là que pour enregistrer les décisions qui avaient déjà été prises par l'exécutif. Chacun en pensera ce qu'il souhaite. Je précise juste sur les modélisations. Pardon. Excusez-moi. Je précise juste. Chacun pourra parler après. Si vous voulez d'abord écouter, c'est pas plus mal. Je précise juste pour les modélisations. Donc ça, c'est un travail qui a été fourni par 2 polytechniciens et chercheurs, notamment en modélisation et pharmacoépidémiologie, qui ont, et donc là, je vous invite vraiment à aller consulter leur site qui s'appelle Évaluation Modélisation Covid. Donc je remercie chaleureusement les ingénieurs Maxime Langevin et Thomas Stark
pour ces travaux. Et en fait, en 2 mots, puisqu'on parlait de démodélisation, ils ont fait un travail d'évaluation, démodélisation, en confrontant les différentes hypothèses et les différents scénarios qui étaient testés à l'époque et qui ont justifié de mesures très drastiques et non fondées sur les preuves, avec des dommages collatéraux majeurs. Et donc, ils ont confronté les hypothèses des scénarios avec la réalité. Je fais circuler un petit papier. Je vous invite à regarder le premier. C'est sur le groupe témoin avec la Suède. Le papier est sur Demeter. Mais je vais y revenir. C'est sur Demeter. Mais je vais y revenir. Alors, ils précisent, ces 2 chercheurs, qu'il n'existe pas de rétrospective publique sur la capacité des modélisations utilisées en France à prévoir effectivement l'évolution de l'épidémie, et précisent que cette évaluation rétrospective sur les données réelles d'un modèle fait normalement partie intégrante des bonnes pratiques de la modélisation mathématique. Donc, eux, ils ont fait ce travail qui aurait été attendu des institutions, d'aller évaluer les modélisations et les scénarios de l'Institut Pasteur, de l'INSERM et de l'Imperial College. Je rappelle que les modélisations de l'Imperial College ont très largement contribué à confiner très drastiquement la France et une bonne partie du monde. Ils ont du coup, donc ces données sont consultables sur leur site Évaluation Modélisation Covid. Et donc, par exemple, ils ont pris le seul pays, en gros, dont on dispose sur la période de la première vague, qui n'a pas confiné, qui a pris des mesures, parce qu'encore une fois, il y a tout un continuum d'intervention entre ne rien faire et confiner drastiquement une population. Ils ont regardé la Suède, et il faut bien voir que sur leur visuel, d'après les modélisations de l'Imperial College de Ferguson, si la Suède ne prenait aucune mesure durant la première vague, il y avait jusqu'à 90 000 décès qui étaient attendus. La réalité est tout autre. Il y a eu moins de 10 000 décès durant cette première vague. Vous pouvez le voir du coup sur le graphique que je vous ai présenté. Et donc, c'est très important de toujours réaliser une évaluation a posteriori, ce qu'ils ont fait. Et donc, sur les 11 modélisations qu'ils ont testées, il n'y a eu que 2 cas de figure où la réalité est comprise entre les valeurs des différents scénarios. Et dans les 9 autres cas, la réalité était hors de ces valeurs. Et dans 8 cas sur 9, il y avait même une surestimation de la réalité. Donc, il dénote un biais dans ces modélisations, un biais en faveur d'une surestimation semble donc présent. Les scénarios médians qui étaient souvent utilisés comme les plus probables, surestimant la réalité de 10 fois sur 11. Et donc, c'est très important de conclure sur le fait que, bien sûr, la modélisation épidémiologique est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, on le voit, une bonne anticipation de la réalité est l'exception et l'erreur est la norme. Au regard de cette rétrospective qu'ils ont publiée, donc, on peut conclure que les modélisations n'apportent pas un niveau de preuve suffisant pour supporter la mise en place d'interventions de santé publique à fort impact. Et de plus, les 2 chercheurs notent un clair biais en faveur d'une surestimation observée dans les modélisations et qui peut favoriser l'adoption et le support de mesures plus restrictives que nécessaires. Et donc, je précise que les modélisations en Suède prévoyaient un nombre de décès 5 à 6 fois plus élevé que la réalité. Et elle prévoyait de plus que seul un confinement strict permettrait d'empêcher une saturation majeure de l'hôpital. Saturation majeure